Bien, eh bien, encore une fois, encore une fois. Cela s'est produit il y a seulement quelques jours dans le métro au Japon. Là-bas, à Tokyo, il signalait une substance étrange qui aurait provoqué des réactions. Eh bien, au moins au niveau local. Mais cette fois, cela se reproduit, cette fois encore à Tokyo. Ils signalent une situation totalement atypique, affirme-t-il, dans laquelle un groupe de personnes aurait été affecté par une substance inconnue. Et qui, évidemment, a déclenché les alertes parce que maintenant il y a des informations contradictoires. Il y a un instant, nous avons publié une première courte vidéo de ce qui se passait. Mais passons aux détails, car il y a des choses qui ont changé, et c'est une information qui évolue encore. À la communauté, à toutes les personnes qui nous accompagnent, qui nous tiennent compagnie ici, je veux vraiment vous remercier de liker, de partager et, eh bien, si vous pouvez et si vous le souhaitez. Lorsque vous vous abonnez, vérifiez bien que la cloche soit activée pour toutes les vidéos afin que les notifications vous parviennent. Parce qu'ici, tous les jours, nous publions et mettons à jour en direct ce qui se passe dans le monde à toute heure et qu'à toute heure, un homme sait qu'il est un homme. Vêtu d'une veste noire et d'un pantalon blanc, il aurait lancé une substance à l'intérieur d'un centre commercial de luxe à Tokyo, provoquant une urgence immédiate. L'incident s'est produit dans le quartier de Ginza, l'un des endroits les plus touristiques et fréquentés du Japon. Au moins 20 personnes ont été affectées, selon les autorités, après qu'une forte odeur a été signalée dans la zone des distributeurs automatiques, ou les DAB ou DAB. Les témoins décrivent les symptômes comme une irritation, une sensation d'engourdissement après avoir inhalé la substance, ainsi qu'une douleur à la gorge. Les équipes de secours arrivent avec des combinaisons spéciales de protection chimique, indiquant le risque potentiel. Concernant ce produit chimique toxique, d'après les rapports, plusieurs victimes ont été évacuées sur des brancards, tandis que d'autres sont examinées dans des unités spéciales à l'extérieur du bâtiment. Malgré la situation chaotique dans le centre commercial, il n'a pas été complètement fermé, ce qui a également suscité des inquiétudes quant à d'éventuels risques supplémentaires. La police japonaise enquête sur l'origine de la substance et sur le mobile de l'assaillant, qui n'a pas encore été pleinement expliqué. Ce qui a été observé, en effet, ce sont ces interventions où ils installent des sortes de cloisons en plastique qui sont immédiatement installées pour empêcher les gens de voir à l'intérieur. Voilà le moment où ils retirent la substance d'un des murs, apparemment pour l'analyser. Voilà, il semble que ce soit cela. Parmi ce qui a été signalé, le Japon. Eh bien, il insiste. Il insiste sur le fait que c'est un cas extrêmement rare. Il faut rappeler qu'ils ont là-bas un très faible niveau de criminalité. C'est un pays où ce genre de situation n'arrive presque jamais. Cet événement suscite donc des craintes qu'il s'agisse, eh bien, je ne sais pas, d'un certain type de mouvement, quelque chose comme ça, d'un type d'attaque. C'est-à-dire que c'est peut-être déjà quelque chose de plus organisé. C'est le deuxième cette semaine. Pour l'autre, peu d'informations également. Ils ont seulement dû évacuer une zone du métro à cause d'une substance présente. Mais bon, c'est quelque chose que nous mettrons à jour au fur et à mesure que cela se produira ou que nous recevrons plus d'informations. Au début, ils ont dit qu'il y avait une personne hospitalisée, puis 20, puis oui, c'était bien 20, mais que les personnes allaient bien. Maintenant, ils disent que non, qu'il y a bien 20 personnes, que 20 personnes sont effectivement hospitalisées pour surveiller les symptômes. Si jamais il y a un problème, ils en parleront. Pour l'instant, 20 personnes ont été prises en charge à l'hôpital, c'est-à-dire qu'elles ont déjà dû s'y rendre. Les autres ont été pris en charge dans d'autres unités spéciales plus simples, pour ainsi dire. On voyait parmi les images, eh bien, une personne selon les caméras de sécurité, apparemment avec un masque et une veste noire. Et donc avec une sorte de tube, peut-être un type de spray qu'il pulvérisait sur les gens, et immédiatement les gens réagissaient. Il n'a pas été confirmé qu'il s'agisse de gaz poivré, parce que pour commencer, eh bien, ce serait très facile à identifier et les autorités, eh bien, elles n'ont pas pu le confirmer. Elles n'ont pas pu confirmer de quelle substance il s'agit. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est ce que rapportent en ce moment les services de renseignement américains. Passons à cela. Regardez ce qui se passe concernant le guide suprême iranien,
qui a pratiquement disparu, n'est-ce pas? Depuis que... Eh bien, depuis que la guerre a commencé, n'est-ce pas? Que le guide suprême, en fait, ce n'était même pas lui, c'était son père, non? Khamenei, n'est-ce pas? Et maintenant Mokhtaba, non? Ali Khamenei et maintenant Mojtaba Khamenei. Eh bien, il en a. Eh bien, depuis qu'il a commencé, depuis qu'il opère, il n'est pas apparu, on ne sait rien de lui, non? Il n'y a pas de confirmation qu'il existe vraiment, non? Qu'il soit en vie, mais ils disent qu'il est le chef suprême, n'est-ce pas? Que se passe-t-il et qu'est-ce que les services de renseignement disent en ce moment? Parce qu'il y a plusieurs points qui me semblent essentiels pour comprendre ce qui se passe. Premièrement, selon les services de renseignement, selon le rapport des services de renseignement, Mojtaba Khamenei serait caché dans un endroit, secret, complètement isolé, tellement isolé que très peu de gens savent réellement, sauraient où il se trouve, même les services de renseignement des États-Unis. Il a confirmé que sa communication est extrêmement limitée. Très peu de personnes seraient en contact avec cet individu. La situation a également provoqué des retards critiques dans les négociations car il est très compliqué de l'atteindre. Des responsables américains admettent des difficultés de communication avec le guide suprême, même au sein de leur gouvernement. Le contexte est extrêmement sensible, car Mojtaba a été blessé lors des attaques récentes pendant l'opération du premier jour des opérations militaires américaines en Iran. Il faut rappeler que ce même jour, son père est décédé et qu'il se trouvait également à proximité lors de cette explosion, apparemment à l'extérieur, et il a aussi été durement touché par l'attaque. Les services de renseignement américains et israéliens ont réussi à s'infiltrer et ont déjà éliminé plusieurs hauts responsables iraniens dans le conflit, ce qui l'inquiète car il craint d'être le prochain. Aussi chaotique que cela puisse paraître, le guide suprême, selon ce qu'on dit, aurait déjà approuvé certains points principaux de l'accord avec les États-Unis. C'est aussi un sujet très important, car l'accord porte sur une série de taxes environnementales. Il l'appelle désormais une taxe environnementale, ce n'est plus un péage. Que feront les Iraniens aux navires qui passent là ? Ce qui est rapporté dans cette analyse de ce rapport de renseignement déjà public, c'est qu'il y a une paranoïa. Il y a une paranoïa active en ce moment chez Mojtaba lui-même. Il déclare que, fondamentalement, il ne faut pas sortir, il ne faut pas apparaître. L'information, même lorsqu'elle apparaît, arrive de façon fragmentée, comme si elle passait à travers de nombreux filtres, pour pouvoir arriver à, une négociation. Ou à un message, disons, validé. Il dit que la paranoïa interne a conduit à un système de communication fragmenté, lent et peu fiable, générant constamment de l'incertitude dans la prise de décision claire, c'est-à-dire de la confusion. Les autres sujets également importants de ce qui se passe dans le monde. Et regardez en revenant ou en poursuivant, en continuant avec ce qui se passe. En Iran, la position des Iraniens s'est durcie. Ils ont freiné l'accord, du moins pour le moment. L'Iran confirme que s'il y a des avancées, ils confirment en effet qu'il y a des avancées dans les négociations. Mais pour le moment, il y a aussi des points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Ils insistent sur le fait qu'ils vont maintenir des frais pour ce qu'ils appellent des services environnementaux. En tant que l'une des routes pétrolières les plus importantes du monde, ce passage maritime, clé pour l'approvisionnement énergétique mondial, serait donc désormais contrôlé par les Iraniens, assure-t-il. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas déjà un certain contrôle de leur part, mais disons que les navires passaient comme ils voulaient et il n'y avait pas de problème. Non, il n'y avait généralement pas de problème. Mais ces mesures y font que cela génère une réaction importante dans le monde entier. Maintenant, si nous regardons le prix du pétrole, allons-y rapidement pour voir le prix du pétrole, fermons ceci et allons directement au pétrole. Il est encore, disons, à un certain prix. Eh bien, 98 $. 98 $, c'est-à-dire en dessous des 100 $, cela montrerait au moins un certain répit. Et le West est à 91 $, n'est-ce pas? Oui, 91 $ pour le West, voilà. C'est-à-dire, cela veut dire qu'il y a une possibilité de négocier.
Cela veut dire que ceux qui suivent les aspects financiers, ceux qui surveillent les coûts du pétrole, les barils, etc., se rendent compte qu'ils n'achètent plus autant de pétrole. Aussi excessivement. C'est-à-dire, il n'y a plus de pénurie d'approvisionnement, il y a suffisamment d'approvisionnement. Donc immédiatement, le prix du pétrole commence à baisser. Il est déjà sur le point d'atteindre les 89 pour le brut texan. Oui, il s'en rapproche de plus en plus. Et ça? Eh bien, c'est évidemment une nouvelle importante, non? Je dirais même que c'est une nouvelle qui donne un peu de répit à de nombreux endroits dans le monde. Le pétrole n'augmente plus, n'est-ce pas? Sur d'autres sujets aussi, eh bien, c'est important. Permettez-moi de vous parler de ce qui se passe concernant la question de l'Ebola. Plusieurs mises à jour existent, mais celle-ci me paraît l'une des plus importantes. Un groupe d'hommes a fait irruption dans un hôpital général appelé Mogdawalu, situé au centre même de l'épidémie, n'est-ce pas? Le foyer de l'épidémie se situe précisément en République démocratique du Congo. Dans la partie nord-est, oui. D'après ce qui est rapporté dans cette région du monde, ce groupe a fait irruption violemment dans l'hôpital général de Mogdawalu ou Mogdawalu. D'après ce qui est rapporté, cette attaque aurait eu lieu pendant la nuit, ce qui a provoqué une situation chaotique. Imaginez-vous, ce que vous ne voulez pas, c'est que cela se propage. L'Ebola, avec des situations de plus en plus chaotiques et compliquées, cela va faire ou pourrait faire que le problème s'étende à d'autres régions. Des coups de feu signalés ont forcé le personnel à évacuer les zones d'urgence. Tout le monde est évacué, les patients et les travailleurs. Pour le moment, il n'a pas été confirmé s'il y a eu des blessés. Que voulaient quand ces individus? Les agresseurs, selon certains témoignages. Ils étaient revenus chercher les corps de 2 membres de leur famille décédés d'Ebola. Et ce n'est pas clair, mais il semble qu'ils aient réussi à les emmener. C'est-à-dire, ils sont arrivés armés et ils ont emmené, disons la dame ou le monsieur, peu importe, ils les ont emmenés. C'est-à-dire les corps, n'est-ce pas? Pour les enterrer et organiser les funérailles. Et les hôpitaux ne les remettent pas. S'ils sont décédés d'Ebola, ils ne les remettent tout simplement pas à cause des risques que cela implique. La manipulation du corps. Alors, face à cela, imaginez-vous, ils emportent un corps qui pourrait éventuellement infecter ses membres de la famille, n'est-ce pas, qui veulent l'enterrer. Les autorités sanitaires auraient établi des protocoles stricts où seules des équipes spécialisées peuvent manipuler et enterrer les victimes. Mais les familles n'en voulaient pas. Cette attaque représenterait le 3e incident de ce genre rien que cette semaine. La résistance de la population locale aux mesures sanitaires aggrave la crise, provoquant un affrontement avec le personnel médical. Ce type d'incident met déjà en danger les patients actuels, mais aussi toute la région, selon les experts. Le manque de confiance envers les autorités fait que le problème ne se résout pas, car ils n'ont pas confiance. C'est-à-dire que les gens ont d'autres habitudes. Ils ne font pas confiance et au final, cette situation reste compliquée. Passons à d'autres points, à d'autres sujets également importants. En passant à d'autres sujets, un grand merci à la communauté qui est déjà abonnée, qui est aussi membre de la chaîne. Merci beaucoup. Donald Trump exige aux pays arabes et à leurs voisins, c'est-à-dire à tous les pays arabes, y compris l'Iran. Oui, imaginez-vous que je dise cela, car ce serait quelque chose d'extraordinaire, mais peu probable pour l'instant. Donald Trump demande à ces pays de signer les accords d'Abraham, y compris l'Iran, dans cette proposition. Voyons la publication parce qu'elle est vraiment incroyable, non? Voyons, voici la publication et elle est très longue. Voyons, c'est cette publication. Voyons, mettons-la bien droite. Voilà. Voyons, c'est le New Nation d'ailleurs, qui fait un reportage sur ces ovnis dont nous parlerons tout à l'heure dans PP Clips d'ailleurs, dans PP Noticias. Regarde, voilà la publication, énorme, très longue. Bon, et ça continue encore et encore. Oui. C'est-à-dire, elle est très très longue. Cette fois, oui, c'est comme s'il avait dit « j'y vais, non ?»
Et il s'est vraiment lâché dans son message et il continuait d'écrire. Le président des États-Unis a insisté sur le fait que les négociations avec le régime de Téhéran avanceraient, mais il souhaite aussi encourager la coexistence au Moyen-Orient, fondée sur un pacte officialisé par les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région, dans laquelle, ils sont censés, en théorie, bien s'entendre avec Israël. Il l'affirme aujourd'hui, lundi. Nous sommes déjà le 26. Oui, le 25. Nous sommes le 25. Les négociations avec la République islamique d'Iran avancent très bien, a écrit Trump, bien qu'il ait averti qu'il n'acceptera un très grand accord pour tous ou aucun accord. En ce sens, il affirme qu'un échec diplomatique impliquerait un retour au front et au tir, mais plus grand et plus fort que jamais. Le président américain a également déclaré que les dirigeants de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Pakistan, de la Turquie, de l'Égypte, de la Jordanie et de Bahreïn devraient adhérer simultanément aux accords d'Abraham. Ce pacte a été promu lors de son premier mandat pour normaliser les relations diplomatiques entre Israël et les nations arabes. Trump mentionne spécifiquement le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmané, ainsi que le président émirati Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, ainsi que l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani, le président turc Recep Tayyip et Abdel Fattah. Les Émirats, le Pakistan, la Jordanie et d'autres dirigeants qui ont été mentionnés là. L'objectif est donc de parvenir à un accord avec la Jordanie, parmi d'autres dirigeants mentionnés. N'est-ce pas ? L'idée, c'est donc de faire adhérer ces personnes à l'accord, n'est-ce pas ? Conclure cet accord avec Israël et, selon le dirigeant américain, le Pakistan et l'Égypte devraient y adhérer en même temps. Le président a aussi déclaré que l'Arabie saoudite et le Qatar devraient entamer une nouvelle phase de pacte, avertissant que ceux qui refuseraient pourraient en être exclus de tout accord régional avec l'Iran. S'ils ne le font pas, ils ne devraient pas faire partie de cet accord, car cela démontrerait de mauvaises intentions, déclare Donald Trump. C'est aussi une partie importante de ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, à part cela, dans d'autres affaires intéressantes, une interdiction est déjà en train d'être mise en place. Ils disent qu'il y a déjà une interdiction totale de la part de la Russie concernant Visa et Mastercard, imposée par la Banque centrale. Ce qui est curieux, c'est que, plus qu'une interdiction, Visa et Mastercard sont en fait bloqués pour eux, pour la Russie. Que la Russie interdise, tu vas interdire quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire qui n'est pas là, n'est-ce pas ? C'est surprenant. Ils affirment que les cartes avec des systèmes de paiement internationaux doivent quitter notre marché car elles n'assurent plus leur fonction. C'est ce qu'a déclaré la chef du département des systèmes de paiement nationaux. En effet, c'est un blocus, c'est un isolement financier très fort qui a été mis en place depuis, en gros, le début de la guerre, n'est-ce pas, avec l'Ukraine. Donc, face à cela, c'est un blocus financier qui, tout simplement, continue d'exister, n'est-ce pas ? La Banque centrale dit « Nous allons les bloquer », mais ils le sont déjà, n'est-ce pas ? Au fait, il y a aussi autre chose qui attire l'attention. C'est ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran concernant les exécutions qui ont lieu. Encore une fois, une personne nommée Abar Akbari, qui était accusée de faire partie des manifestations, aurait été éliminée, n'est-ce pas ? Malheureusement, les choses continuent. Ce genre d'action déplorable de la part du régime des ayatollahs se poursuit, et cela montre bien la peur qu'ils ont de voir les manifestations continuer, n'est-ce pas ? Ils procèdent à ce type d'exécution publique contre leur propre population qui proteste, n'est-ce pas ? Parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce que font les ayatollahs, n'est-ce pas ? Voilà la situation dans cette partie du monde. Et d'ailleurs, regardez ce qu'ils ont rapporté. Voyons si nous pouvons le voir ici. Ce que nous voyons ici, ce serait... Regarde, voyons si on le voit au début. Voilà, regardez, c'est le moment de l'explosion. L'armée israélienne aurait attaqué un bâtiment à Ranchidiet. Le sud de Ranchidiet est une zone du sud du Liban. Après un avertissement, ils ont d'abord averti qu'il fallait évacuer la zone. Et ensuite, il y a eu une attaque. Ce bâtiment était utilisé par le Hezbollah pour des activités militaires, selon ce qu'a déclaré l'armée. L'armée, évidemment, celle d'Israël. Bon, allons-y.
Passons donc à d'autres sujets également importants rapidement aux commentaires. N'est-ce pas? Gabriel, comment vas-tu? Grosse journée, aujourd'hui aussi. Salutations également. Panterita, bonjour. Le détroit n'appartient pas à un seul pays. Ses eaux sont partagées entre l'Iran, rive nord, Oman, enclave de Moussandam, et les Émirats arabes unis, rive sud. Gaz Duro dit, comment ça va? Énorme salutation de Gaz Duro. Roble, comment ça va? Comment tu vas? Panterita, MT, Adaizo, comment allez-vous? MT, bonjour. Adaizo, ils parlent d'environnement. Maintenant, ils sont très inquiets pour le CAC et l'environnement. Un péage environnemental, imaginez. Javier Castillo, comment vas-tu? Merci pour le like, Javier. Eric Marino, comment ça va? Bonjour à vous tous aussi. Edilcia, comment allez-vous? Eh bien, voici le premier rapport. Enfin, le deuxième, parce que le premier était en direct, mais c'est notre deuxième rapport de la journée. Mais la première transmission, on revient dans un instant. Évidemment, avec d'autres nouvelles, nous allons discuter dans un moment une mise à jour sur l'évolution de la flambée. Je vous le dis tout de suite, le nombre a augmenté de manière considérable d'hier à aujourd'hui, j'imagine à cause de tout ce qui se passe aussi avec d'autres sujets, non. Et cela inclut aussi ce sujet des WOPs, qui publient aujourd'hui plusieurs choses de très intéressantes. Il y en a déjà parmi eux. Une situation, une rumeur, disons que ça va au-delà d'une simple rumeur, non? Parce que plusieurs journalistes, des journalistes proches du cercle de Trump, ont déjà pu confirmer ce que je vais vous dire, mais on en parle un peu plus tard parce que ça montre qu'il y a des choses très marquantes qui arrivent sur ce sujet, non? Enfin, des rebondissements très intéressants. Pardon. Je continue à lire les commentaires. Salutations à toute la communauté qui nous regarde, y compris ceux qui nous regardent en différé, d'ailleurs. Ada, comment vas-tu? Salut aussi à Marisol. Comment ça va? Panterita? Bien, très bien. Bonjour Edilcia, Erika, à toute la communauté. On se revoit dans un instant, n'est-ce pas? On revient tout à l'heure. On continue à discuter. Portez-vous bien. Ana del Didicarte. Ana del Didicarte. Salut. Comment vas-tu? Bonjour. Qui d'autre? Rouble, énorme salutation. Aurelio, comment vas-tu? Aussi là-bas jusqu'au Nouveau-Mexique. Pépé dit dans le commentaire. Je pense qu'il y a partout des personnes ou des gouvernements abusifs à propos d'Ormuz. C'est pareil que Trump en changeant le nom du golfe du Mexique. Ils passent leur temps à changer les noms, non? Et tout ça, que ce soit, salutations Aurelio. Lorena dit que nous resterons attentifs au sujet du Japon. Salutations de Veracruz et voyons quelles informations surgiront. Et ici, nous en parlons autant de ce cas que du précédent, qui d'ailleurs, continue. C'est-à-dire, Salchelis, comment vas-tu? Salut au Chili, comment vas-tu? Chélis, un énorme salut. Merci d'être ici avec nous. Bon, allons-y, non. Passons à d'autres sujets. C'est le moment maintenant. Nous sommes de retour.